Juste avant de vous laisser parler, Michel. Bonsoir. Michel, si je peux, je vais juste vous lancer. Ouais. Quand on a préparé cette soirée, vous m'avez dit que vous souhaitiez débattre avec Benoît puisque vous êtes très amis déjà, et vous êtes, disons que Benoît est farouchement anti-européen, et vous êtes férocement anti-européen. C'est probablement l'auteur que je connaisse, qui est parmi les auteurs littéraires, hein, qui est le plus en rapport avec le sujet de la soirée dans beaucoup de ses livres en fait. Et je vais juste vous laisser sur un mot. Quand on a préparé ces échanges, vous m'avez dit que vous souhaitiez avoir un dialogue nord-coréen, c'est-à-dire un dialogue où en fait on est d'accord sur tout. Oui, à peu près. Enfin, mais bon, après, je voulais avoir des détails sur sa position, mais personnellement, mon point de vue sur l'Europe s'est formé assez tôt. Et je fais remonter ça à mon séjour linguistique en Allemagne, qui est également la première fois où je sortais de la France, donc j'avais 15 ans. Et ça s'est très très bien passé. Ça a été le début d'une histoire d'amour sans nuages entre moi et l'Allemagne, qui dure depuis plus de 40 ans. C'est vraiment un pays que j'adore. Déjà, il faisait extrêmement beau. Parce que c'est un de ces étés où tu te lèves le matin, la journée est belle, radieuse, et tu as l'impression que c'est la succession d'une suite de journées indéfiniment radieuses, quoi. Moi, j'étais dans le sud de la Bavière, d'une petite ville appelée Traunstein, presque en Autriche, en fait. Et donc, je pouvais faire du vélo dans les montagnes boisées. Il y avait un lac, le Chiemsee. On pouvait se baigner dans le lac. Au centre du lac, il y avait un des châteaux de Louis II de Bavière. Moi, j'étais très surpris parce que je pensais que c'était un pays froid. J'avais mis plein de pulls qui m'en servaient à rien. Et surtout, c'était incroyablement typique. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, le sud de la Bavière, à l'époque d'Hitler, il n'y avait pas d'industrie. Donc, ça n'a pas été bombardé du tout. Donc, toutes les maisons étaient... Il y avait beaucoup de maisons anciennes bavaroises, quoi. Et tout était typique. Ils mangeaient beaucoup de saucisses, le cliché était vrai, il y avait des charcuteries que je n'avais jamais rencontrées en France. La bière, il y avait une taverne au centre de la petite ville, avec des grands bancs en bois où on buvait de la bière dans des chopes en grès, des grosses chopes, 1,5 litre ou 1 litre. Une bière bavaroise très, très fraîche, très, très, très bonne. Mais c'est dans les années 70. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un cinéma allemand. Il y avait Wim Wenders, Werner Herzog, Fassbinder, des trucs comme ça. Il y avait une variété allemande. Il y avait même un rock allemand, appelé Krautrock, un rock and folk. Il y avait Ashra Temple, Tangerine Dream, Klaus Schulze, enfin, tous ces trucs-là. Donc c'était entièrement différent de la France, quoi. Et je suis revenu enchanté en me disant que vraiment le monde était intéressant, quoi. Parce qu'il y avait des pays différents les uns des autres, très intéressants. Après, j'ai renouvelé l'expérience grâce à la carte Interrail. Tu sais, c'est un truc, enfin ça existe sûrement encore. C'était un peu cher, pas très cher, je pouvais l'acheter moi-même sans demander à mes parents. Et pendant un mois, on prenait gratuitement le train sur toute l'Europe, en fait. Il fallait avoir 26 ans maximum. Donc j'ai visité l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et je me suis rendu compte à quel point l'Europe, c'était fascinant, quoi. Cette mosaïque de pays si beaux. L'Italie, c'était un choc pour moi, l'Espagne aussi. Si différents les uns des autres. Et oui, ça a été des très belles années de ma vie, quand même.
où j'ai vraiment l'impression de découvrir le monde. Et j'étais heureux, j'ai l'impression que le monde était divers, riche. En même temps, je commençais, si tu veux, dans les années 70, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait même pas de téléphone portable d'ailleurs. Il n'y avait pas de Starbucks. Il commençait à y avoir les premiers McDonald's. Et là, j'ai commencé à comprendre en même temps que c'était menacé. Et qu'il fallait surtout pas d'union, quoi. Il fallait que ça reste des entités séparées pour que le monde reste intéressant. On parle de sauvegarde de la biodiversité. En fait, on en parle, mais d'année en année, des espèces animales disparaissent un peu tous les ans, quelques-unes, quoi. Et je pense que c'est pas évitable. Si on n'arrête pas l'urbanisation et le mode de production agricole, on ne sauvegarderait pas jamais la biodiversité végétale. Et si on ne sauvegarde pas la biodiversité végétale, on ne peut pas sauvegarder la biodiversité animale. C'est juste pas possible. Enfin, on en parle de la biodiversité, mais on ne parle jamais. On en parle, on fait rien, mais on en parle. Mais on ne parle jamais de la nécessité de sauver les civilisations, les cultures, les modes de vie humains. Ce qui est un autre sujet qui n'est pas moins important. Je ne dirais pas que c'est plus important, mais je dirais que c'est au moins aussi important que de sauver les espèces. J'avais pris des notes que je n'ai pas lues en fait. Oui, bon, rien de très intéressant en fait. Si quand même, si, bon, mais, décliniste, je ne sais pas si je suis décliniste. Je ne sais pas, si on me posait la question est-ce que c'était mieux avant, il me faudrait des mois pour répondre, quoi. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que c'était plus intéressant avant. Le monde était plus intéressant parce qu'il était plus varié. Et donc, je vais bientôt te passer la parole parce que Ouais, mais s'il y a un truc qui est pire quand même que je voulais dire, c'est que non seulement le monde est devenu moins intéressant, mais j'ai l'impression, et ça c'est sinistre, que les gens sont devenus moins intéressants. J'ai l'impression, mais ça c'est peut-être la vieillesse, la paranoïa, je ne sais pas, que des êtres humains différenciés sont en train de se transformer en une espèce de zombies standardisés, quoi. Alors, il n'y a pas que l'Europe hein, là-dedans, il y a aussi les smartphones, les réseaux sociaux. C'est des catastrophes de civilisation énormes. Il y a la perte générale des identités, oui. Alors, il y a des gens qui sont pour. Hein. C'est même le point de vue normal d'être pour. Donc, on parle d'identités variables, créatives, multiples. Mais ce serait plus honnête de parler d'identité inexistante ou nulle. La vérité, c'est que l'occidental, l'humain occidental, est en déperdition d'être, parce que la mobilité n'est pas favorable à l'être. C'est malheureusement pas tellement plus compliqué que ça. Alors, je disais, Benoît, que tu es certainement, de tous les auteurs français, ou même mondiaux d'ailleurs, il y a, dans tous tes livres, il y a des passages directement en rapport avec le sujet de la soirée, qui est l'Europe donc. Le plus évident, c'est quand même ton livre sur De Gaulle, Le Retour du Général, ça c'est intégralement dans la soirée. Bon, ça on y reviendra.
sûrement, parce que c'est quand même le gros morceau. Mais j'ai préféré choisir un passage d'à propos des vaches, un livre donc consacré essentiellement aux vaches, et ce qu'il a de magique, c'est que le passage est exactement à l'intersection de la biodiversité et de la diversité culturelle. Et c'est celui où tu t'émerveilles de ce que, en quelques dizaines de kilomètres en France, quand on change de région, on change également de race de vache. Et c'est vrai que c'est extraordinaire en France, ça. Moi, en quelques dizaines de kilomètres, le paysage change, le style des maisons change et la race de vache change. Et ça crée des... Moi, j'aime beaucoup d'autres pays européens. Je ne veux pas faire de nationalisme ici, c'est pas mon truc. Je pense que du point de vue architectural, les Italiens sont un peu meilleurs que nous, globalement. Mais du point de vue paysage, ce que nos ancêtres lointains, les paysans anonymes, ont créé est extraordinaire. Les paysages français... Et tu es un des seuls écrivains que je connaisse à l'avoir à être à la hauteur de Charles Trenet dans 12 France, quoi. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Donc voilà. Donc c'est ce truc sur les vaches. Alors bon, je vais te passer la parole là, parce que j'en ai marre. Mais j'ai deux questions. Bon, la première, c'est que ce passage sur les vaches semble montrer non seulement un attachement de l'existence de nations diversifiées en Europe, mais aussi de régions différenciées en France. Donc je voudrais savoir ce que tu penses des régions, du pouvoir des régions. C'est un point sur lequel j'ai pas bien compris ce qu'en pensait De Gaulle. Donc c'est important, quel pouvoir donner aux régions, quelle autonomie donner aux régions. Et la deuxième, j'aimerais bien que tu me racontes, toi aussi, comment s'est formée ton opinion sur l'Europe. Bon, je passe au micro. D'abord, j'aime beaucoup entendre Michel parler de mes livres, donc c'est très agréable. Merci de dire les choses si joliment. J'aurais presque pu t'écouter comme ça, plus longtemps encore. Mais c'est drôle parce que ça commence un peu de la même façon, mon histoire européenne, c'est-à-dire par des voyages linguistiques en Allemagne, parce qu'on faisait peut-être tous les deux allemand première langue, ce qui était considéré comme la filière de qualité. Et sauf que toi, tu as découvert la Bavière, une région très belle, très préservée, comme tu as dit. Moi, malheureusement, j'étais envoyé en voyage linguistique dans la Ruhr. Mais c'est la région la plus... Au moment où Hitler a fait la guerre, c'est la région la plus industrielle du monde. C'est la région la plus industrielle du monde. Forcément, ils ont bombardé. Oui. Près de Duisbourg, qui était une des plus grandes zones industrielles du monde. Mais c'est pas ça que j'ai découvert en Allemagne dans ces premiers voyages linguistiques. C'était deux choses que je ne connaissais pas en France, qui étaient le lotissement et la bicyclette entre les lotissements. À l'époque, il y avait beaucoup de zones pavillonnaires en France, déjà partout d'ailleurs, autour de Paris notamment, mais ce modèle de la petite maison avec garage, les jardins qui communiquent, etc., tout ça reconstruit après la guerre et qui était d'une tristesse totale d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en Allemagne bien avant que ça s'implante un peu partout en France par la suite. Et les pistes cyclables, les vélos qui maintenant se développent beaucoup aussi, c'était vraiment presque une image par avance de ce qu'allait devenir une partie de la France que je découvrais comme ça dans cette Allemagne, où j'allais... Alors c'est vrai que j'ai grandi dans une famille gaulliste, alors j'avais une espèce de foi dans le rapprochement franco-allemand, n'est-ce pas, à 15 ans déjà. Et je crois que dans les années qu'on suivit, jusqu'à 20 et quelques années, au fond, j'avais une certaine confiance dans ce qu'on appelait alors, non pas l'Union européenne, mais le marché commun. C'est parce que c'était un groupe de pays
qui au fond, au sein desquels la France avait une grande place, qui avait des intérêts communs. Et surtout, j'avais l'impression que l'Europe, c'était quelque chose qui se différenciait, qui avait une identité dans le sens où, au fond, sur le plan social, c'était la social-démocratie qui s'était beaucoup développée après la guerre dans les 30 Glorieuses. Donc c'était ni tout à fait le capitalisme américain, ni évidemment le système soviétique. Et sur le plan aussi géopolitique, l'Europe, ça m'apparaissait comme quelque chose qui n'était allié des États-Unis, bien sûr, mais qui était aussi en dialogue avec ce monde de l'Est et ce monde communiste. Et donc je trouvais que l'Europe, c'était un modèle singulier. Et toute cette idée que j'ai de l'Europe, pour en venir vite aux vaches et au gaullisme, elle s'est en fait effondrée plus tard. C'était moins visionnaire que toi sur l'importance de la diversité des peuples, mais un peu plus tard, au moment de l'élargissement, qui a été pour moi une espèce de choc. Après 89, quand les pays de l'Est, ou dits de l'Est, ont eu des gouvernements post-soviétiques qui sont assez vite effondrés, il y a eu tout d'un coup comme une espèce d'injonction, comme ça, dans toute la presse française. Je me rappelle des titres, des unes de Libération, du Monde, disant « Voilà, maintenant, l'Europe doit s'élargir, nous devons accueillir ces pays, et tout de suite, on doit, le plus vite possible, créer cette nouvelle Europe avec 10 pays de plus. » Et ça me paraissait complètement absurde et déséquilibré, parce que l'histoire avait séparé ces deux parties de l'Europe, il y avait des grandes différences, et tout le monde a vu ça comme une espèce de devoir, il y avait une espèce de droit à l'Europe, presque de devoir moral, parce on avait trop dialogué justement avec les soviétiques qui exerçaient leur joug sur ces pays-là, et tout le monde s'est engouffré dans cette idée de l'élargissement sans y réfléchir du tout. Il n'y a eu aucun débat, je me rappelle. Et c'est drôle d'entendre aujourd'hui les hommes politiques qui reviennent sur l'élargissement pour dire ça a été fait trop vite, ça a été fait trop mal, et pourtant personne n'a rien vu à ce moment-là. Et puis un tout petit peu après, il y a eu un autre événement qui m'a beaucoup marqué, c'est au moment de la guerre d'Irak, quand tous ces nouveaux pays qui étaient tous déjà candidats à l'OTAN se sont engagés aux côtés des États-Unis dans la guerre d'Irak, alors que la France et l'Allemagne, sur ce que moi je considérais comme le vrai modèle européen, avaient affirmé une position indépendante. Et tout d'un coup, Jacques Chirac, je me rappelle, a dit écoutez, quand on entre dans une nouvelle famille, parce que c'est le moment où les pays allaient entrer dans l'Union européenne, quand on entre dans un groupe, on commence par demander à ceux qui étaient déjà là depuis longtemps quelle est leur position. Et tout le monde, et toute la presse française a dit que Chirac était arrogant, parce qu'il attendait que ces nouveaux venus, effectivement, discutent avec ceux qui avaient constitué l'Union européenne. Et en fait, là, il y a eu une transformation très très rapide qui a été d'ailleurs très soutenue par les Anglais et les Américains, où cette Europe à laquelle je croyais, social-démocrate, indépendante géopolitiquement, est devenue, tout d'un coup, est apparue comme une nouvelle Europe, tellement inféodée aux États-Unis, tellement proche de l'OTAN. Et c'est d'ailleurs Donald Rumsfeld, le bras droit de George Bush, qui a à ce moment-là opposé l'ancienne Europe à la Nouvelle Europe. La Nouvelle Europe, c'était cette Europe de l'Est qui, elle, voyait l'Europe comme une espèce de marche pour devenir vraiment américain. Et tout l'équilibre européen en a été bouleversé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter sérieusement de l'Europe, et finalement à comprendre, d'ailleurs peut-être comme le disait tout à l'heure Philippe de Villiers, que le ver était dans le fruit depuis le début. Voilà, c'est un préambule un peu général, mais on peut en venir aux vaches. Je peux poser une question. Concrètement, tu as voté oui en 92 ? Oui. Ouais, moi non. Parce qu'en 92, c'est juste le moment où ce processus a commencé. Mais tu as voté non en 2005. Ensuite, exactement. Parce que... Oui, non, c'est juste pour situer. Ça a été très frappant d'ailleurs, parce que... ça a été très frappant de voir comment, par exemple, tous ces pays donc de l'ex-bloc soviétique ont été les premiers à vouloir imposer massivement la pratique de l'anglais presque exclusive à Bruxelles. L'Eurovision, on a parlé un peu avant le débat. Alors l'Eurovision, on va en parler. Mais alors, je reviens aux vaches, une seconde. Le vache, d'accord. Bon. Parce qu'on aime beaucoup les animaux domestiques, tous les deux. Michel a peut-être un peu une préférence pour le cochon. Oui. Mais moi, j'ai une grande passion pour les vaches, effectivement. Oui, c'est beau. Et pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette carte de France qui existait dans les écoles, en fait, c'était peut-être un peu avant moi, d'ailleurs, ou avant nous, mais avec chaque région et chaque race de vache, je ne sais pas si le mot race, maintenant, il faut faire attention, mais enfin, bon, chaque espèce de vache,
Non, pour les vaches, on a le droit. Et notamment, évidemment, j'aimais surtout la Vosgienne et la Normande, qui sont deux parmi les plus belles. Et ce sont des... pour moi, c'est un peu comme une métaphore... Enfin, c'était une image de la France, toutes ces régions avec leurs vaches, mais c'était aussi un peu comme une métaphore de l'Europe, avec, comme tu disais, cette mosaïque de peuples. Et c'est vrai que dans les années de la fin du XXe siècle, toute cette diversité bovine a été menacée très gravement par... non, elle l'est. Elle l'est encore, mais elle l'a été encore plus. Ah non, c'est pas vrai, ça s'aggrave. Par une seule race qui s'appelle la Primolstein, oui, voilà, et qui a peu à peu éliminé de beaucoup de régions pour son rendement toutes ces espèces traditionnelles. Oui, mais ça, c'est pas du tout un truc fini. Non, non. La Holstein, mais il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance dans certains coins. Oui, mais moi, j'ai beaucoup intéressé aux agriculteurs ces dernières années pour écrire un livre. Non, c'est mal parti. Hein. Mais en tout cas... C'est stupide. Enfin, mais bon, on sort du sujet là, mais effectivement, la Holstein est en train de détruire les races locales. Ouais. Mais ce qui est idiot. Tout ça pour dire que on dit toujours, alors vous êtes pour l'Europe, vous êtes contre l'Europe, ça ne veut rien dire. Justement, la singularité de l'Europe, son caractère particulier, c'est qu'elle est à la fois une civilisation qui a une histoire commune et un ensemble de peuples extraordinairement différenciés, avec des langues extraordinairement différenciées, avec des histoires. Et si l'Union européenne ne prend pas et ne peut pas le faire en considération ce double caractère, eh bien, je crois que ça ne peut pas marcher. Alors là, je vais un peu m'énerver. Ouais. Pas contre toi d'ailleurs, mais parce que pendant des siècles et des siècles, l'Europe s'est construite par des échanges culturels très denses, c'est vrai, qui ont plutôt diminué depuis qu'il y a l'Europe politique. C'est vrai. Je veux dire, au XVIIIe, XIXe siècle, bon, pour parler que de littérature, dès qu'un truc important paraissait en France, il était aussitôt lu et commenté en Allemagne et vice-versa, quoi. Les échanges étaient très riches. La culture littéraire allemande et française, moi je suis de culture allemande, en grande partie aussi. Et depuis 2 siècles, à l'heure actuelle, on ne traduit plus que de l'anglais, que de l'américain. Donc cet échange a cessé en réalité. On pourrait dire la même chose du cinéma avec ces échanges extraordinaires entre la France et l'Italie, oui. Dans les années 50 et 60, où il y avait vraiment un cinéma franco-italien, des acteurs qui jouaient dans les deux pays, des cinéastes qui tournaient dans les deux pays avec des productions communes. Ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Le cinéma, bon, on pourrait dire aussi ça de la peinture entre la France et l'Italie dès la Renaissance, quoi. Les échanges entre la France et l'Italie sont également très riches. Donc au fur et à mesure que l'Europe avançait, les échanges entre les peuples européens, d'une certaine façon, diminuaient. Mais non, ils n'existent plus. Enfin, bon, d'abord parce que les cultures locales sont mortes. Il n'y a pas de cinéma allemand, il n'y a plus de cinéma italien. La musique, c'est mort aussi. En fait, la France, il faut reconnaître qu'à la gauche, je suis désolé, il y a un public de droite là, mais il faut reconnaître que l'exception culturelle promue par la gauche a marché. Il reste un cinéma français, il reste une chanson française aussi, il reste une littérature française. Bon, ce que ça a coûté plus ou moins à l'État, c'est sûrement pas la littérature qui a coûté le plus cher. Le cinéma a coûté beaucoup, mais ça reste. Alors qu'en Allemagne, en Italie, tout ça est mort. Il y a les gens... Les pays européens, il y a 2 situations. Soit ils achètent des produits américains et des produits locaux, soit ils achètent que des produits américains. Donc tous les échanges culturels franco-allemands, c'est mort. Moi, je suis un des seuls auteurs français lus en Allemagne, quoi. Il y a une phrase que j'aimerais bien citer de Claude Lévi-Strauss qui dit « Toute culture se nourrit de ses échanges avec les autres cultures.
Encore faut-il qu'elle y mette une certaine résistance, faute de quoi, bientôt, elle n'aurait plus rien qui lui soit propre à échanger. Oui, mais ça, c'est... Oui, ben, je suis entièrement d'accord. Et alors, ça concerne aussi On n'a plus rien à dire, presque. Non, il y a la question de la langue qui, moi, me paraît très, très importante, parce qu'on est écrivain et qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais j'ai été, par exemple, moi, extraordinairement choqué, il y a quelques années, au moment des précédentes élections européennes, une chaîne française qui s'appelait, comme son nom l'indique, Euronews, avait organisé un grand débat entre tous les candidats à la présidence du Parlement européen. Il y avait M. Juncker, M. Schulz et d'autres encore. Ce débat, qui était donc organisé par une chaîne française, avait des participants qui étaient tous francophones et germanophones. Tous parlaient les deux langues. Juncker parlait les deux langues, Schulz parlait les deux langues, les autres. Eh bien, la chaîne avait choisi d'organiser ce débat en anglais. Et tout le monde s'est prêté à ce jeu avec deux animateurs anglais et américains, comme si, au fond, l'Europe, dans l'image qu'elle donnait, était une espèce d'école pour devenir plus américain que les Américains, parce que c'était l'anglo-américain plus que l'anglais lui-même. Et je trouve ça incroyable, quand on pense que la France et l'Allemagne sont les deux grands pays centraux de l'Europe, qu'ils représentent 150 millions d'habitants en nombre de locuteurs, et qu'on choisit de les faire débattre entre eux en anglais. Il me semblait que c'était une perte totale de l'idée de ce qu'est l'Europe, justement, avec cette diversité de langues qui devrait au contraire être affichée par l'Union européenne, comme une espèce de singularité. On peut parler avec des sous-titres à la télévision, on peut s'exprimer avec des traducteurs. L'Europe, c'est, comme disait Umberto Eco, le monde de la traduction. Et si on ne respecte pas ce caractère de l'Europe, on n'est pas européen. C'est ça, ne pas être européen, à mon avis. Et j'ajouterai d'autres exemples, d'ailleurs. Par exemple, Monsieur Pierre Moscovici, qui écrit au ministre des Finances français en anglais, en tant que commissaire européen à Bruxelles. Monsieur Donald Tusk, qui s'exprime toujours uniquement en anglais, parce qu'il est président de l'Union européenne. Ça n'est pas admissible, il devrait parler polonais. L'Europe, c'est un modèle de mélange extraordinaire de cultures. Et même, je dois dire, Emmanuel Macron, quand il va discourir, il était encore candidat devant des étudiants français à Berlin, pardon, des étudiants allemands à Berlin, et qu'il s'adresse à eux en anglais, c'est pour moi une trahison profonde de ce qu'est la richesse, la diversité de l'Europe. C'est un débat nord-coréen, nous sommes entièrement d'accord et je te remercie pour cette excellente contribution. Tu peux ajouter l'Eurovision éventuellement. Mais... Ah, l'Eurovision, raconte. Moi, j'ai pas suivi, moi, le truc. Bon, c'est devenu une chose tellement immonde, tellement vulgaire, le concours mais non, Eurovision. Mais les gens... Non, mais moi, j'ai pas suivi. Vas-y, raconte aux gens, c'est intéressant. Non, mais c'est... Le concours Eurovision, il est créé à la fin des années 50 par les pays européens. Et à ce moment-là, le concours Eurovision, c'est un concours dans lequel chaque pays va, d'une certaine façon, illustrer la richesse de sa tradition, de ses chansons, de sa langue. Et bien sûr, chacun chante dans sa langue. Et il faut d'ailleurs savoir, parce qu'aujourd'hui on croit que la France n'est pas un grand pays de chansons, à l'époque la France gagne une fois sur deux fois sur trois le concours. Mais peu importe, c'est pas ça la question. C'est que là encore, avec le basculement de l'Europe, avec l'arrivée de ces pays ex-soviétiques qui rêvaient, à mon avis, plus d'Amérique que d'Europe, eh bien avec ce basculement, le concours s'est transformé en une espèce de festival d'imitation de la chanson américaine, avec des animateurs qui parlent uniquement en anglais, et chaque pays, que ce soit les pays baltes, les pays de l'Est, les pays du Nord, vient s'exprimer en anglais pour montrer qu'il peut être plus américain que les autres. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que la France a essayé de faire de la résistance pendant quelques années en proposant des chanteurs en français. Évidemment, ils se faisaient à chaque fois sinistrement humiliés pour se retrouver absolument aux dernières places. Et je ne comprends pas qu'on puisse accepter que la représentation de l'Europe de la chanson puisse être cette espèce de festival de sous-culture, disons, mondialisée. Voilà. Donc on ne devrait plus y participer, en somme, me semble-t-il. Maintenant, cela dit, c'est devenu plutôt le véhicule des nouvelles tendances sociétales, on va dire. Oui, Bon, c'est un constat sombre.
En même temps, le désengagement de Donald Trump nous donne de l'espoir. Il n'aime pas tellement l'Europe, enfin en tant qu'Union européenne. Il s'y intéresse pas. Il s'y intéresse pas. Oui, mais c'est bien ça. C'est bien qu'il s'intéresse pas à nous. Mais on voit malgré tout avec les Anglais que tout est fait pour qu'il soit impossible de quitter l'Europe. On a parfois cette impression aussi. Non, mais de quitter l'Union européenne. Oui, parce que là, on ne quittera jamais l'Europe. Oui, les politiques ont été assez grandioses ce soir, les politiques qui nous ont précédés, mais oui. En pratique, on ne voit pas comment on va sortir du truc, quoi. C'est pour ça que c'est quand même intéressant. Moi, je pense qu'il y a deux trucs. D'abord, aucun n'est évident, quoi. D'abord, il faut réussir à organiser un référendum, ouais. Comme les Britanniques, quoi. Déjà, c'est pas gagné. Non. Ensuite, faut le gagner, le référendum. Mais déjà, le premier truc, je vois pas qui peut faire ça, quoi. Qui l'a proposé de faire un référendum? Bellamy a proposé ça, non? Il y a Philippot, non? Peut-être. Philippot. Asselineau, mais bon. Ouais. Non, mais je suis pas optimiste. Hein. Je sens qu'on est mal barré, quoi. On va pas sortir du truc. Je suis désolé. Hein, En tout cas. On va pas faire des attentats comme les Basques. Enfin, c'est ridicule. On peut devenir terroriste. Ouais. Mais ce qui peut être bien, ce qui peut être bien, c'est de relire De Gaulle, quoi. Les entretiens avec Perfit et des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui... C'est quand même extraordinaire la façon dont, dans les années 60, il a vu et pressenti toute l'évolution à venir de l'Union européenne. Il est le seul à l'expliquer parce que c'est quelqu'un qui avait le sens des profonds de la politique, c'est-à-dire que le fait que la politique est un jeu de rapport de force et pas simplement de grandes idées. L'Europe, c'est la paix. À 25, on sera plus fort que si on est petit, etc. Ces espèces de slogans qui finalement ne correspondent pas à la réalité. Lui, il savait que il y avait un jeu de pouvoir, d'influence qui se jouait entre les Européens, les Américains, les Anglais. On peut répondre rapidement aux objections des pro-européens. Hein. On les fait en deux minutes. Oui. On n'est pas plus fort à 25, c'est une connerie. On n'est pas plus fort. Il y a beaucoup de petits pays qui sont extrêmement prospères, qui défendent leurs intérêts, qui sont alliés aux autres pays, voisins, qui ont des accords. Il faut défendre son truc tout seul, surtout quand on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes produits à vendre que l'Espagne, ni que l'Allemagne, ni que la Suisse, ni que la Belgique, ni que l'Angleterre, quoi. Absolument. Et on est moins fort à 25 qui ne s'entendent pas que... Oui, un pays qui défend son bout de gras solide. Ouais. On est plus fort comme ça, quoi. C'est une connerie, cette idée. On est plus fort à 25. C'est juste con. Je veux pas... Et ce qui est quand même fascinant, c'est la façon dont, dans cet élargissement et dans cette transformation de l'Europe, les Allemands et les Anglais, les Britanniques ont su, chacun à leur façon, d'une certaine façon, défendre leurs intérêts et leur vision de l'Europe et de ce qu'elle pouvait leur apporter, à côté de quoi la classe politique française n'a rien vu venir et n'a défendu aucune idée, aucun projet. Il y a quand même écoute, enfin, tu vois ce que c'est Chirac humainement. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de niveau de la classe politique qui avait été pointée par Castoriadis et d'autres. C'est vrai. C'est quand même un gros con. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que Chirac pense, quoi? Enfin, puis bon, Mitterrand, il avait d'autres intérêts que défendre la France. Il avait d'autres projets, quoi, des projets personnels. Bon, alors l'Europe, donc on n'est pas plus fort à 25 que tout seul. Et puis l'Europe, c'est la paix. C'est la deuxième idée. C'est une connerie. Deuxième connerie. Moi, je sais. J'ai visité l'Europe quand j'avais 15-17 ans et personne n'a envie de faire la guerre, quoi. C'est vrai. Je savais bien que, et d'ailleurs je le sais toujours, que si on avait dit allez vous battre pour la France, j'aurais déserté immédiatement, quoi. Plus personne n'avait envie de faire la guerre en Europe. Personne n'a envie de faire la guerre.
Le truc était, le nationalisme meurtrier était mort. Absolument. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est mort. Définitivement. Parce qu'on s'est trop battu stupidement. Désolé, là, c'est pas de droite ce que je dis. J'aurais déserté. Sans un état d'âme, j'aurais déserté immédiatement. Si on m'avait demandé de me battre pour la France, la réponse aurait été non. La différence, c'est que la France, déjà en 1940, n'avait pas envie de se battre. Ça, déjà, ça a été la un peu France, plus compliqué. Mais c'est normal, c'est 20 ans, enfin... 20 ans de différence entre les deux guerres. Ouais. Première Guerre mondiale, quand même, un carnage horrible. Mais ça a beaucoup... Je sais pas, par exemple, bon, j'aime pas tellement Freud, globalement, mais quand même, la Première Guerre mondiale, c'est après que Freud s'est mis à mettre le principe de mort, Thanatos, au centre de sa pensée. Ouais. Où il a senti un truc sinistre. Malaise dans la civilisation. Oui. Bon. Et puis Thomas Mann, que j'aime beaucoup plus, lui, ça a été pour lui une tragédie, cette guerre. Absurde, hein, vraiment absurde. Moi, j'aime beaucoup Peggy, mais j'ai honte quand je relis les textes de Peggy. Sur la guerre. Appelant à la guerre. Moi, à mon avis, non, quelque chose de grave s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, un truc... on n'aurait jamais dû faire ça. On n'aurait jamais dû faire ça. Et après, bon, enfin, passons. C'est fait, c'est fait. On arrête? Rien du tout. Mais et là, bon, je dis, on n'aurait jamais dû faire ça. Pourtant, je veux mettre en garde. Hein. Je vais faire un truc un peu solennel là, pour conclure. Bien. Parce que là, tout à l'heure, j'entendais, je ne sais plus quel homme politique c'est dur de finir. Dire il faut faire une armée européenne. Mais imagine, faisons une espèce de truc horrible. Imagine qu'une armée européenne, la Russie envahit la Crimée, l'armée européenne entre en guerre contre la Russie. Ça aurait pu se produire. Hein. Mais parce qu'on nous ils sont pousse au conflit non, mais contre ils sont la cons. Russie. Mais ça, c'est encore l'élargissement à l'Est qui a été très mal fait. Ils sont cons. Ils seraient capables d'engager une armée européenne contre la Russie. Parce que l'Europe a fini par se confondre avec l'OTAN, ce qui est le plus grand scandale et la plus grande... Oui, mais ça s'est produit quand? C'est Sarkozy. Oui, c'est Sarkozy. Pourtant, je l'aime bien. J'aime bien Sarko, mais là, vraiment... Non. Quittons le commandement intégré de l'OTAN. Bah oui, ça c'est évident. Pour commencer. Voilà. Ça, je pense qu'on peut... On peut avoir un applaudissement pour quitter le commandement. Et ça, c'est... Attendez, on arrête Geoffroy. Hein. Non, mais c'est évidemment important de parler de l'Europe, mais on oublie toujours l'histoire de l'OTAN. Bien sûr. Et qui est une grosse partie du truc. Quoi. Bien sûr. A big part of the problem. D'autant plus que ça a fini presque par se confondre. Tous les pays de l'Europe maintenant sont dans l'OTAN. Quand le président Obama venait à Bruxelles pour rencontrer l'Union européenne, dans la même journée, il allait rencontrer les dirigeants de l'OTAN qui étaient les mêmes, etc. Une espèce de sous-gouvernement européen qui régnait avec la... Oui, mais les deux sont à Bruxelles, pas très loin d'ailleurs, hein, le commandant de l'OTAN. Voilà. Bon, enfin, c'est... Bon, mais bon. Bah, merci. Merci de votre attention. Merci d'applaudir encore plus chaleureusement Benoît Dutertre et Michel Houellebecq.